Voilà, chers amis, votre présence nombreuse à une heure si matinale pour un lundi de retour de vacances. Votre présence est éloquente. Nous avons tous bien conscience du privilège qui nous est fait de pouvoir aujourd'hui accueillir, écouter et échanger avec M. Jean-Dominique Sénard, président du groupe Michelin. Monsieur le Président, au nom du Fonds Procléro et de la société Mescar, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation. Vous intervenez ce matin dans le cadre d'un cycle trimestriel de conférences organisé par Procléro, qui est un fonds commun de placement, qui a aussi pour vocation de partager une réflexion éthique fondamentale au profit des acteurs de la finance et de l'économie. Ce cycle de conférences qui a débuté il y a 5 ans, avant même que le fonds Procléro ne soit agréé par l'AMF, a déjà abordé de nombreuses thématiques, par exemple les fondements de la responsabilité, la légitimité du profit, le principe de gratuité, la logique du don, le sens de l'économie mondialisée, l'éthique et la déontologie, l'économie et l'eschatologie, les qualités du discernement, le rapport au temps, le passage d'une éthique sociale à une éthique de l'écologie humaine, le risque et la prise de risque, la transformation du monde financier par la technique, le passage d'un investissement socialement responsable à un investissement humainement responsable, la valeur du travail, la gouvernance de l'entreprise et les risques de dilution de la responsabilité et, au mois de décembre dernier, les maladies de la gouvernance. Voilà, la réflexion éthique fondamentale, déployée parfois de manière inédite à travers toutes ces thématiques, a fidélisé un auditoire attentif, motivé et soucieux de l'avenir et du sens à donner à notre monde économique et financier. Monsieur le Président, votre temps est précieux et je rends grâce à la Providence qui a certainement tout fait pour rendre cette rencontre possible. Je souhaite maintenant qu'elle soit pour chacune et chacun d'entre nous abondamment fructueuse, qu'elle nourrisse en profondeur notre réflexion et nous aide à toujours mieux orienter nos activités professionnelles et à assumer nos responsabilités au service du bien commun. Monsieur le Président, vous êtes à un poste opérationnel qui vous met au sommet d'une tour, non pas d'ivoire, mais une tour de guet, et qui vous offre une vision très large sur l'économie mondiale et mondialisée. Vous en mesurez les défis et les enjeux majeurs et actuels. C'est pourquoi votre regard nous intéresse, et d'autant plus qu'il est éclairé par un esprit et une culture d'entreprise qui fait de Michelin non seulement un fleuron de l'économie française, mais un témoin de ce que peut être une entreprise lorsqu'elle assume à bras-le-corps sa responsabilité sociale et sociétale. Chers amis, avec M. Sénard, nous avons souhaité qu'une place importante soit laissée à un échange avec vous et à des questions. Vous aurez donc la parole après M. Sénard, à qui je la cède avec joie maintenant. Monsieur le Président, nous sommes très reconnaissants d'accepter de nous partager maintenant l'expérience du groupe Michelin quant aux défis et aux enjeux actuels de la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Bien, bonjour mesdames et messieurs. Monsieur l'abbé, merci beaucoup de vos mots d'introduction. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais effectivement opérationnel. Je vais essayer de le rester autant que possible aujourd'hui. Et donc j'espère que ça ne vous surprendra pas. Je suis particulièrement touché par votre invitation. Je sais que je m'adresse à un public qui sait énormément de choses déjà, qui est lui-même extrêmement opérationnel. Et quand j'entends les thèmes que vous avez traités avant cette conférence, je dois dire que je suis extrêmement impressionné par la profondeur des sujets que vous avez touchés. Et je me dis que celui d'aujourd'hui
est tout aussi profond et probablement assez difficile, dans la mesure où, à la réflexion, la question de la responsabilité sociale et sociétale mériterait presque, en tant que telle, une thèse de doctorat, et qu'aujourd'hui, je crains que nous n'en effleurions que les abords. Mais enfin, tout de même, merci de me donner l'occasion d'échanger avec vous sur ce sujet, parce que c'est en effet quelque chose qui me tient à cœur. Et puis peut-être qu'en m'appuyant sur Michelin et sur ce que nous faisons aujourd'hui dans le groupe, dans ce domaine, eh bien, ça sera l'occasion justement d'approfondir le sujet et d'échanger entre nous. Je dirais que quand on pense à cette question de responsabilité sociale et sociétale, on peut se demander en quoi c'est nouveau. C'est une vraie question, parce que si on fait l'histoire rapidement, et on le fera rapidement tout à l'heure ensemble, on s'aperçoit que ce n'est peut-être pas aussi nouveau que cela. Mais qu'en revanche, on peut se demander pourquoi on le traite aujourd'hui avec autant d'intensité, et pourquoi ce sujet est devenu assez central, je dirais, dans la vie de tous les jours. Et puis aussi, on peut se demander dans quelle mesure cette responsabilité n'est pas en train de modifier assez profondément les équilibres entre les acteurs du monde économique et politique dans le monde. Et quand je dis dans le monde, je veux bien dire dans le monde entier, parce que, à des degrés divers et avec des nuances particulières, on voit des évolutions profondes aujourd'hui. Donc, j'aimerais bien pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Alors, je m'appuierai bien sûr sur quelques éléments de l'expérience Michelin, mais je pense qu'on pourra l'élargir assez facilement. Surtout, comme vous l'avez dit, M. l'abbé, je souhaiterais vraiment que ceci soit aussi interactif que possible, et par conséquent, je serai volontiers à votre écoute sur ces sujets importants. D'abord, en un mot, parce qu'on ne pourra pas se risquer ici à faire une longue fresque historique du sujet, ce n'est pas le lieu ni le moment. Mais, à mon sens, gardons en tête que cette question de la responsabilité sociale et sociétale n'est pas quelque chose de profondément nouveau. Ce n'est pas une idée neuve, comme on parlait du bonheur au moment de la Révolution, rappelez-vous. Ce n'est pas une idée neuve. Parce que si on regarde, au fond, les années passées ou les décennies passées, on ne va pas remonter très loin, mais restons au XXe siècle. Et puis restons, si vous le voulez bien, sur un cœur de pays qui a été, au fond, à l'origine même du système économique que nous pouvons connaître aujourd'hui et qui se répand dans le monde aujourd'hui à travers la mondialisation. Si on regarde le début du XXe siècle, on observe des modèles qui se cherchent. Et bien entendu, on voit des entreprises naître dans des systèmes politiques, économiques un peu différents, mais dont certaines sont parfois des caricatures. Et Dieu sait si on a pu, à l'époque, beaucoup traiter de la question de la caricature, de l'exploitation du travailleur par le capital, avec toutes les thèses que vous connaissez parfaitement, sur lesquelles je ne vais pas revenir. Et puis, dans le même temps, il y avait tout de même d'autres systèmes, d'autres entreprises qui cherchaient leur modèle à travers, justement, cette notion de responsabilité sociale et sociétale. Et là, je dois dire que, n'ayant pas vécu cette période moi-même, mais il me semble qu'on avait vraiment une crispation autour de deux modèles très différents, et probablement que Michelin, puisque nous pouvons parler de Michelin aujourd'hui, était un des modèles. Et je voudrais simplement vous rappeler que ce que l'on a appelé le paternalisme à l'époque, et nous sommes là avant la Deuxième Guerre mondiale, était en fait tout simplement le reflet d'une recherche assez profonde de responsabilité sociale. Et c'est absolument extraordinaire de voir, quand on reprend les faits, à quel point cette société était en avance. Là, nous sommes en France, bien entendu, nous sommes dans un contexte bien particulier, mais si j'utilise cet exemple, c'est parce qu'en fait, déjà, l'entreprise cherchait à rayonner avec ce principe-là en dehors de France.
C'est à l'époque où l'entreprise gérait des écoles qui lui étaient propres, gérait des hôpitaux, gérait des maisons pour les agents des usines, avait un programme de, je dirais, de santé totalement élaboré, probablement unique dans son genre. À l'époque, dans les années 30, le groupe a éradiqué totalement la tuberculose dans la région Auvergne. C'est un micro-sujet, me direz-vous, mais c'était tout à fait un exemple. C'était donc possible. Il y avait là une espèce de volonté de faire un lien complet entre les salariés de l'entreprise, l'état d'esprit, la communauté de destin. Quand on y réfléchit, c'était quelque chose d'extraordinairement fort. L'autre jour, en allant visiter les archives nationales, qui n'a pas été ma surprise de voir à l'entrée un historique de cas particuliers, et il y avait là justement une mini-exposition, tenez-vous bien, sur les pouponnières Michelin des années 20. Alors, je me penche sur la question, mon épouse me dit, tiens, on parle de Michelin, je dis, ah, par exemple, les pouponnières, voilà. Et on voyait à quel point la modernité était à l'œuvre à ce moment-là, parce qu'en effet, je lisais rapidement les commentaires de l'exposition, qui était une petite exposition, et alors on voyait un article d'un des grands journaux de l'époque, l'Illustration, qui se terminait par une phrase bien symptomatique qui disait, bah, écoutez, ce qu'il faudrait, c'est micheliniser la France. Et il semble, disait le journaliste, que l'on ne pourrait micheliniser la France qu'à la force de la loi. Imaginez-vous, aujourd'hui, si un journaliste se risquait à écrire une phrase pareille dans un journal de grande diffusion, je suis certain qu'il aurait un succès d'estime. Mais enfin, ça donnait une petite idée de ce que je veux dire. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, les choses ont commencé à changer. Et vous le savez, il y a eu, au fond, assez globalement dans le monde, en Europe occidentale, mais pas seulement, le début d'une mainmise de l'État-providence, au sens large, avec un développement parfois considérable, je vais à l'extrême, dans les systèmes d'Europe de l'Est, dans le socialisme avancé, où, à l'évidence, l'État-providence dominait complètement. Dans nos sociétés occidentales, j'exclus les États-Unis pour le cas présent, mais ça serait intéressant de travailler la question quand même. Pour nos autres sociétés occidentales, vous connaissez l'évolution de l'État-providence, avec cette volonté de mainmise sur, finalement, ce que les entreprises pouvaient éventuellement gérer elles-mêmes, la création de la sécurité sociale, avec tout le bien qu'il faut en penser par ailleurs, etc. Mais tout ceci a créé une forme de rupture avec la période avant-guerre. Et là, on voit des tensions se dessiner tout à fait impressionnantes quand on relit bien l'histoire, où on voit des systèmes s'affronter, des doctrines se heurter, et parfois dans la violence. Et il n'est que voir l'histoire de Michelin à travers cette période-là pour se rendre compte à quel point les tensions sont devenues vives, et elles ont duré des décennies. Il a fallu abandonner les œuvres sociales, les confier à des tiers, qui obéissaient parfois à des systèmes qui n'étaient pas exactement dans l'état d'esprit et d'origine de la maison. Et je ne vous cache pas qu'on est toujours étonné de voir encore une fois l'intensité des débats qui a pu avoir lieu à ce moment-là. Une grande maturité de débat d'ailleurs, mais extrêmement violent et j'allais dire presque doctrinaire. Et au fond, on voit cette évolution impressionnante se dérouler pendant, je dirais, 30-40 ans. Et là, on arrive à un point où finalement, assez rapidement, je pense aux années 80-90 déjà, on assiste en quelque sorte à la faillite du système des États-providence. Faillite complète dans les pays de l'Est, à l'évidence, avec toutes les séquelles que ceci a pu entraîner. Moi qui ai vécu en Allemagne à l'époque, juste après la chute du mur, des choses invraisemblables sur le plan social qui à la fois étaient mises à nu, découvertes et en même temps étaient transformées. Et puis dans le monde plus occidental, plus proche de nous, cette faillite des États-providence dont on a encore aujourd'hui à l'évidence quelques belles séquelles, sont loin d'être résolues, et qui montrait la limite du système. Et c'est très intéressant, parce qu'à ce moment-là, on a commencé à avoir une société, en général, qui devenait un peu schizophrène.
d'un côté, ne voulant pas lâcher ce qui était, semble-t-il, un principe du bien commun, qui était la collectivisation globale de la protection des personnes et, je dirais, de la responsabilité sociale, et de l'autre, la reconnaissance que le système ne pouvait pas aller bien loin et qu'à l'évidence, l'entreprise, sous toutes ses formes, devait prendre le relais, mais on n'osait pas trop l'avouer. Et là, on a vu, rappelez-vous, pour ceux qui ont vécu comme moi cette période, des tensions extraordinaires entre, d'un côté, je dirais, des volontés de mettre l'entreprise au premier rang, de l'autre, des attaques très doctrinaires et très frontales qui allaient presque jusqu'au terrorisme. Rappelez-vous, au fond, ce qui se passait en Allemagne avec la bande à Bader et un certain nombre de choses que les chefs d'entreprise étaient visés comme étant les responsables principaux de tous les maux sur la Terre, des périodes que nous avons vécues, que nous vivrons peut-être dans les périodes turbulentes que nous vivons en ce moment, mais qui étaient très, très symptomatiques de cette schizophrénie dont je parlais tout à l'heure. Et dans cette période-là, finalement, est né petit à petit le principe que l'entreprise allait prendre un rôle de plus en plus important en matière sociale et sociétale. Et ce phénomène aujourd'hui devient, me semble-t-il, presque une évidence. Je rappelle la phrase un peu surréaliste d'un Premier ministre français il y a 2 ans devant des grands patrons expliquant qu'il aimait l'entreprise. En des regards de gens plus ou moins sceptiques et médusés, ça en disait long sur à la fois l'impuissance de l'État et sur la reconnaissance du rôle des entreprises, à l'évidence, qui allait faire l'avenir non seulement du pays, mais probablement de l'économie mondiale. Je trouve ça très intéressant parce que le contexte économique et politique récent, vous le connaissez aussi bien que moi, je ne vais pas revenir dessus, mais quand on regarde le monde entier, et j'ai cette chance, je crois, ou cette malchance, je ne sais pas, de voyager énormément en ce moment partout dans le monde, on voit tout de même des choses communes qui se dessinent, toutes dans la ligne de ce que je viens de dire, c'est-à-dire d'un transfert relativement progressif, mais probablement définitif, de la responsabilité sociale et sociétale du monde de l'État-providence à celui de l'entreprise. Et c'est absolument impressionnant. Et pour prendre l'extrême, je pourrais parler de la Chine, où aujourd'hui on voit manifestement des bouleversements majeurs qui sont en train de se faire, qui prendront du temps, mais qui sont impressionnants. Et on voit au fond la volonté d'un côté d'un État de dominer totalement le pouvoir global, mais qui, dans le même temps, même si ça ne se voit pas, transfère de plus en plus aux entreprises un certain nombre de responsabilités en essayant d'organiser plus ou moins bien une forme de privatisation qui ne porte pas son nom, mais qui, au bout du bout, comme on dit en Auvergne, revient à ce que je viens de dire. Et il est évident que la transformation est en train de se faire, même si elle n'apparaît pas sur les premières pages des médias. Mais ce phénomène un peu extrême de la Chine, je peux le décliner à peu près globalement partout dans le monde. Ce qu'on a vu dans les pays de l'Est, ce qu'on voit en Pologne aujourd'hui, et allons jusqu'au bout. Allez, ce que l'on voit en France même montre bien que ce transfert est en train de se réaliser. Et ça tombe bien, j'allais dire. Ça tombe bien parce que dans un monde qui, et vous le reconnaîtrez avec moi, je sais que dans cette salle, le sujet est souvent traité, mais enfin, c'est tout de même, je dirais, d'une intensité extrême, la perte de repères des personnes dans le monde, je pense aux salariés en général, mais de manière générale tous les collaborateurs des entreprises, la perte de repères devient très, très impressionnante. Moi, ce qui me frappe le plus dans mes déplacements, c'est cette incapacité des groupes économiques ou politiques d'avoir une structure un peu solide et une direction et une vision. C'est pas la peine de vous parler de la dilution des liens familiaux, des destructions des structures familiales. L'extrême encore en Chine aujourd'hui. Enfin, à l'évidence, quand vous cherchez un lien directeur, vous n'en trouvez pas. Vous vous rendez compte qu'en fait, c'est le monde du chacun pour soi, mais à un point extrême. Et quand il s'agit d'1,3 milliard personnes, 300 millions de personnes, vous imaginez ce que je veux dire. Donc une destruction du lien social, une perte de repères, au fond une inquiétude sourde devant une mondialisation qui n'est pas maîtrisée, dont on a peur
et qui, à l'évidence, laisse les gens sur le côté parce qu'ils sont incapables de se rattacher à une structure de pensée solide. C'est tout de même pour moi ce qui caractérise le monde actuel. Et donc, quand je vous parle de ce transfert de responsabilité, je dis que ça tombe bien, parce que je pense que les entreprises, peut-être pas toutes, en tous les cas celles que vous représentez dans cette pièce et la mienne, sont typiquement des entreprises qui sont des repères et qui peuvent donner assez naturellement à ceux qui les rejoignent un cadre de vie, un cadre de référence, et qui en général est extraordinairement apprécié, au point que, d'une manière générale, on a peu de départs dans l'entreprise lorsque nous nous développons dans le monde entier. C'est un signe comme un autre, mais on le voit bien. Et je me permets d'insister parce que c'est peut-être une chance, Monsieur l'abbé, vous me faites parler à un moment qui est peut-être important pour nous tous, parce que le poids de l'entreprise qui a des valeurs, le poids de l'entreprise qui fait rayonner ses valeurs et qui les porte sans honte, finalement, est probablement amené à être essentiel dans les années qui viennent, dans toutes les turbulences que nous risquons de vivre. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en introduction, avant de vous parler de quelques pistes que je voudrais vous suggérer par rapport à ce que nous pouvons vivre chez Michelin aujourd'hui dans ce domaine. Ce sont des pistes de réflexion qui, évidemment, ne sont pas destinées à être généralisées. Elles sont très concrètes. Je vous ai promis que je serais un peu concret. Elles démontrent que les entreprises peuvent, si elles le veulent bien aujourd'hui, changer la donne. Changer la donne dans tous les domaines, y compris sur le domaine social et sociétal, que ceci est de plus en plus reconnu, pourvu, j'allais dire pourvu, qu'on les laisse faire. Alors, je me permettrai juste une chose avant de traiter ces deux questions et ensuite de vous passer la parole. Je vais juste vous lire la raison d'être du groupe Michelin. Je la connais par cœur, mais enfin, pour plus de sûreté, je vais vous la lire. C'est pas très long et je vous dirai pourquoi je vous la lis. Notre raison d'être, c'est d'offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. J'espère que ça ne vous étonnera pas trop. Oui. Parce que nous croyons que la mobilité est un fondement du développement humain. Parce que nous croyons que la mobilité est un fondement du développement humain, nous innovons avec passion pour la rendre toujours plus sûre, plus efficace, plus respectueuse de l'environnement. La qualité, sans compromis, est notre engagement et notre priorité au service de nos clients. Parce que nous croyons au développement personnel de chacun d'entre nous, nous voulons donner à tous les moyens d'exprimer le meilleur d'eux-mêmes et nous voulons faire une richesse de nos différences. Fiers de nos valeurs de respect, nous vivons ensemble l'aventure d'une meilleure mobilité pour tous. Pardonnez-moi cette petite lecture, mais si vous écoutez bien ce que je viens de vous dire, vous verrez dans cette raison d'être, qui a en gros à peu près 125 ans d'âge, que nous avons rafraîchi il y a 1 an ou 2, juste pour que les mots soient, je dirais, plus compréhensibles à notre époque. Mais il y a dans cette raison d'être exactement le fondement de ce que je vous ai dit tout à l'heure et de ce que je vis aujourd'hui. Vous voyez bien à travers l'idée de dire qu'il n'y a pas d'hostilité ni de contradiction entre la mobilité d'une part et la croissance, la volonté clairement de traiter les questions sociétales, puisqu'il est dit dans cette raison d'être que c'est à des sociétés comme Michelin de rendre cette mobilité plus durable, c'est-à-dire plus sûre, plus efficiente et plus confortable. Il y a là le fondement même de ce qu'est Michelin depuis l'origine, c'est-à-dire une entreprise qui a conscience de sa responsabilité sociétale à cet égard. Je vais y revenir. Et puis lorsque l'on parle des valeurs de respect, donc vous savez que le respect des personnes figure au premier rang de ces valeurs. Lorsque l'on parle du développement des personnes, vous me direz c'est peut-être une banalité, parce qu'aujourd'hui tout le monde en parle, mais là c'est une vieille affaire. Et ça prend un relief un peu particulier quand on traite de cette question de la responsabilité sociale. Et donc, on a les deux aspects qui figurent dans la raison d'être de l'entreprise. Et par conséquent, vous comprenez avec quel bonheur je suis avec vous aujourd'hui pour en parler. Alors, 2 illustrations concrètes, si vous le voulez bien, de cette question-là. La question de la responsabilité sociétale. On pourrait traiter beaucoup de sujets. Je vais en choisir un rapidement. Je ne vais pas être trop long, je vous rassure. Mais cette question de la responsabilité devant l'avenir de notre environnement. Je vous l'ai dit, nous avons 5 valeurs de respect dans l'entreprise, on les affiche nulle part.
J'ai toujours considéré qu'afficher les valeurs dans les couloirs, voire dans d'autres endroits, était le meilleur moyen de ne jamais les appliquer. En revanche, nous essayons de les vivre. Et nous les vivons depuis finalement longtemps avec une certaine constance, même si les modes opératoires sont un peu différents, évidemment, aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 50 ans. Dans ces 5 valeurs, il se trouve que le respect de l'environnement figure depuis les années 1900. Et donc, ce n'est pas pour nous une idée neuve. Et si je vous en parle, c'est parce que j'ai trouvé dans cette évolution récente un peu l'illustration de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette prise de conscience récente qu'au fond, les entreprises n'étaient pas nécessairement génératrices de tous les maux de la Terre. Dieu sait si on l'a accusé de ça pendant, je ne parle pas seulement de Michelin, pendant pas mal de décennies. Mais on découvre aujourd'hui qu'au fond, beaucoup d'entreprises faisaient déjà énormément de bien à l'humanité depuis très longtemps. Simplement, évidemment, on ne l'avouait pas ou on ne le montrait pas nécessairement du doigt pour le mettre en exergue. Et dans le cas de Michelin et sur cette question d'environnement, je suis stupéfait parce que je vois depuis au fond 125 ans une espèce de continuité dont je suis extrêmement fier aujourd'hui de porter les couleurs, parce que cela tombe bien, c'est tout de même un sujet central en ce moment, c'est la baie de cette circonstance économique. Une vieille histoire, chez Michelin, au fond, l'environnement a été le moteur même de l'innovation, et cela fait des décennies maintenant que nous consacrons des ressources à améliorer des produits, à apporter sur Terre des produits qui font un peu de bien-être à l'humanité, notamment à cause de leur impact environnemental. Seulement, on l'a fait discrètement, on l'a fait à des moments où finalement personne ne s'en souciait vraiment. Je rappelle que c'est en 90 que l'entreprise a émis sur Terre les premières productions de pneus verts. On les appelait les pneus verts, tenez-vous bien. Il n'y avait pas grand monde qui à l'époque parlait de verre, n'est-ce pas? C'est devenu un mot complètement galvaudé. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas verts, puisqu'ils étaient noirs, mais ils étaient remplis de nouveaux produits particuliers qui rendaient la performance des produits totalement nouvelle, et notamment beaucoup plus faiblement consommatrices d'énergie. Les choses se sont déroulées pendant des années, jusque dans les années 2005-2006, où on a vu un véritable basculement. Je me rappelle à l'époque, c'est à peu près en 2005-2006 que, en effet, on a commencé à globalement considérer que la question de l'environnement devenait centrale et que le rôle des entreprises devait être mis en avant. Et depuis, les choses n'ont cessé de s'intensifier. Et je ne vais pas vous parler des produits du groupe Michelin, même si, d'ailleurs, si vous me le demandez, méfiez-vous, je risque d'être intarissable, mais ce n'est pas le sujet. Mais c'est surtout la question de fond. Et lorsque l'on voit comment l'entreprise, dépassant, je dirais, son rôle simple de producteur, a réussi pendant des années, et notamment à partir des années 90, à créer une atmosphère autour d'elle-même qui faisait de Michelin un fédérateur assez naturel de toutes les entreprises de transport dans le monde à propos de cette question environnementale, on n'est pas surpris de voir que l'année dernière, n'est pas totalement un hasard si je me suis retrouvé coprésident avec l'organisme principal de l'ONU qui était en charge de la partie transport de la COP21 dans son domaine privé, c'est-à-dire à côté de la négociation gouvernementale, ce qu'on appelait ce Lima Paris Action Agenda, c'est-à-dire la partie privée qui, pour la première fois dans des COP, apparaissait comme un élément central. Je signale ce fait, non pas pour vous faire toute l'histoire, mais pour vous dire qu'à mon sens, un des principaux bienfaits de la COP21, qu'on a parfois décrié, a été tout de même la reconnaissance du rôle des entreprises. Dans le thème que nous traitons aujourd'hui, je me permets d'insister, c'est juste fondamental, parce que c'est la première fois. Jusqu'à présent, on disait qu'il y avait que les gouvernements qui étaient capables de discuter ensemble, ils ne le faisaient pas très bien d'ailleurs. Les gouvernements se considéraient comme seuls capables. Et puis là, voyez-vous la transition, la COP21 n'aurait jamais pu se tenir si elle n'avait pas intégré cette dimension nouvelle qui était justement la conférence des entreprises sur le sujet, et qu'elle n'a pas été ma stupéfaction lorsque je parlais devant 180 délégués internationaux gouvernementaux
du rôle des transports, avec les initiatives qui étaient prises sur la question de l'environnement, quelle n'a pas été ma stupéfaction de voir ces 180 délégués un peu bouche bée, regardant, disant, mon Dieu, mais au fond, sans les entreprises, on n'en sortira jamais. Et puis, sans l'avouer, se disant, ben, est-ce qu'on n'a pas été peut-être un peu trop sévère dans le passé en ignorant leur rôle? Parce qu'au fond, quand on voit des entreprises comme Michelin, mais pas que, on s'aperçoit que ça fait des décennies qu'ils s'en occupent et que finalement, on les ignorait. Et pour moi, ça a été, au-delà des accords signés qui valent ce qu'ils valent, et au passage, je vais vous dire qu'ils ne valent pas grand-chose. Tout est une question maintenant de mise en œuvre. Mais au-delà de ça, ce qui me paraît beaucoup plus important, et ça se relie à notre thème, et j'étais très heureux comme patron de Michelin de représenter l'industrie dans cet aspect-là des choses, c'est le rôle fondamental que les entreprises ont maintenant, je dirais, affirmé dans leur rôle sociétal. Le deuxième exemple que je voudrais prendre, qui est d'une nature un peu différente, mais qui me tient particulièrement à cœur, parce que je pense qu'il est de nature à changer fondamentalement la donne en matière sociale. Et je quitte un instant la responsabilité sociétale au sens large pour revenir à un sujet plus précis du domaine social, que je couvrirai sur le thème de la responsabilisation. Alors peut-être avez-vous déjà traité un peu ce thème dans le passé, je ne sais pas, mais de façon très peut-être opérationnelle et concrète, je voudrais vous dire ce que je pense par là. Et si je vous dis de la façon la plus sérieuse, c'est que je considère que c'est probablement ce thème qui va bouleverser dans les années qui viennent la donnée sociale dans le monde, et je ne parle pas que de la France, je le pense sincèrement. Au fond, de quoi s'agit-il? Bon, je dirais en un mot des choses un peu évidentes. Quel est le rôle d'un chef d'entreprise? C'est évidemment d'essayer de donner du sens, c'est pas à vous que je vais dire ça, c'est de donner une vision, mais aussi et fondamentalement d'aller chercher dans son entreprise ce qui fait la profonde motivation des collaborateurs, ce qui fait qu'au fond et au bout du bout, ils vont trouver une forme de, je dirais, de grande satisfaction dans la vie du travail, qu'ils vont être motivés et en un mot, qu'ils vont être engagés. Ça a l'air facile à dire, c'est horriblement difficile à faire. Mais je sais qu'en tant que patron d'entreprise, si je ne passais pas une grande partie de mon temps à cette recherche, je manquerais à tous mes devoirs. Et cette question de la responsabilisation va très loin. Parce que quand on en parle, on dirait bah, c'est facile, c'est un mot facile, c'est un mot très difficile, le mot responsabilisation, à mon sens. D'ailleurs, au passage, c'est le seul mot français qui a besoin de 2 mots anglais pour le traduire. C'est intéressant, en général, c'est l'inverse. On parle de responsibility, de accountability, on ne trouve pas l'équivalent. Le mot responsabilisation est tout à fait considérable. Et de quoi s'agit-il, au fond? Il s'agit de répondre à une aspiration fondamentale des personnes aujourd'hui dans le monde à l'autonomie. Et bien entendu, quand je parle d'autonomie, je me comprends, il ne s'agit pas d'autogestion. J'ai connu l'autogestion sous des régimes socialistes précédents en France et je sais, pour avoir eu à en réparer les dégâts, ce que ça veut dire. Là, je parle d'autonomie, c'est-à-dire au fond cette capacité intrinsèque des personnes à se prendre en main pour décider quelle sera l'art et la manière avec laquelle ils vont atteindre des objectifs qui leur ont été fixés dans un cadre plus général. C'est de cela qu'il s'agit. Et ça va chercher très loin. Voyez-vous, l'exemple le plus criant de cette évolution, c'est ce que nous sommes en train de faire chez Michelin maintenant depuis quelques années, c'est le développement de ce qu'on appelle les organisations responsabilisantes. Et là, je parle d'abord des usines, mais pas seulement. Et il faut visiter maintenant les usines Michelin qui ont quelques années d'expérience dans ce domaine pour se rendre compte à quel point l'évolution devient totalement incontournable. J'en parle avec passion parce que c'est absolument fascinant. Et vous rentrez dans les usines où vous êtes accueillis au fond par les ouvriers eux-mêmes. Et là, on n'est pas dans la démagogie, c'est une simple réalité, ce sont des faits qui viennent vous expliquer comment ils vont traiter le problème de l'usine à leur niveau et qui, par îlot de travail, c'est-à-dire par 5 ou 6 personnes, travaillent en équipe de façon quasiment homogène
avec des responsabilisations individuelles des différents sujets pour faire progresser leur unité dans le cadre de ce qui leur a été fixé. Ce que je vous dis là vous paraît peut-être évident. Croyez-moi, en termes d'industrie, ça ne l'est pas du tout. Et c'est même, je dirais, impressionnant de puissance. Je vous dis tout de suite, il faut du temps pour cela. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. L'immense formation que l'on doit dispenser dans ces cas-là prend des années. J'allais dire que dans notre cas particulier, lorsque j'ai souhaité que l'on accélère le rythme chez Michelin, je parle d'une période qui remonte déjà à 5 ou 6 ans. Mais aujourd'hui, la transformation, et j'allais dire, éclate aux yeux. Imaginez-vous la complexité du sujet, parce que ce n'est pas le tout de dire que, tiens, vous êtes un îlot de 5 ou 6 personnes et maintenant vous vous débrouillez tout seul, vous gérez vos opérations, vous gérez vos vacances, vous gérez vos compétences, vous gérez vos formations, vous allez simplement voir votre patron pour lui demander un conseil, il perd son rôle de hiérarchique. Imaginez-vous. Imaginez-vous ce que ça veut dire pour l'équipe elle-même, qui ne le croit pas au début et qui résiste. Imaginez-vous ce que ça veut dire pour le manager. Et je le dis ici parce que souvent, quand je discute de ce point de vue, on me dit bon, c'est pas très compliqué, les gens sont contents, ben finalement ça roule dans un monde de bisounours merveilleux. Le problème, c'est que justement l'inverse, et que la forme de déstabilisation du management intermédiaire que provoque ce genre d'évolution est quelque chose de parfois très très difficile à gérer. Je partage ça avec vous, je serai prêt à vous en parler en plus de détails. Et j'allais dire que pour moi aujourd'hui, c'est presque, non pas un obstacle, mais c'est la complexité qu'il faut traiter pour avancer. Et lorsqu'on y arrive, on obtient des résultats mais absolument inouïs. Je suis certain que certains d'entre vous qui sont proches de l'industrie savent ce que je veux dire. Et par conséquent, dans les années qui viennent, quand on parle de compétitivité, je pense que l'on arrêtera de parler de restructuration, mais si on gère correctement l'évolution dont je viens de vous parler dans le domaine de la responsabilisation, on parlera beaucoup plus de responsabilisation parce que à ce moment-là, ça changera complètement la donne. Bien entendu, cette question d'autonomie, certains appellent ça l'entreprise libérée. J'aime pas trop ce mot parce que ça fait un peu slogan, voyez-vous ce que je veux dire? Je n'aime pas trop ça. En plus, c'est pas toujours fondé sur des réalités. Mais c'est tout de même maintenant une évolution sociale incontournable. Je vous ai parlé de la complexité à gérer pour les managers, pour les patrons, pour les directeurs d'usine. Imaginez-vous la complexité que c'est à gérer pour les représentants syndicaux qui assistent à une évolution qu'ils n'ont pas forcément anticipée et qui met complètement à l'envers la pyramide de la relation à l'intérieur d'une unité industrielle. C'est très complexe. Et on voit naître d'ailleurs à ce propos-là des tensions nouvelles qui n'apparaissent pas aujourd'hui nécessairement dans les médias et les grands publics, mais qui sont fondées sur ce problème-là, et non pas sur le problème de la relation sociale, je dirais, liée à la lutte des classes. C'est très intéressant, c'est des changements de repères, n'est-ce pas? En tout cas, je peux vous dire une chose, au point où nous en sommes, et au point où j'en suis personnellement, nous ne reviendrons pas en arrière, l'expérience se développe massivement, elle sort des usines pour gagner bien entendu toutes les fonctions support, la recherche, etc. Et tout ceci libère les esprits, libère la parole à un point que, encore une fois, peut-être il y a quelques années, je n'en aurais pas rêvé. Et pour moi, c'est extraordinaire, parce que quand nous parlons de responsabilité sociale, c'est aujourd'hui, pardonnez-moi ce centrisme, c'est pour moi une des clés majeures de notre avenir économique et politique dans nos pays, et notamment en Occident. Alors évidemment, c'est le premier niveau, parce qu'il y en a un autre niveau. Quand on parle de responsabilisation, je l'évoque toujours lorsque je parle de relations sociales ou de dialogue social. On m'avait de temps en temps entendu ou lu sur ce sujet, je suis assez passionné, toujours convaincu que c'est à travers ce dialogue social que nous parviendrons à rendre plus serein je dirais, notre environnement, et notamment la compréhension de l'environnement économique et de la mondialisation. On ne peut pas comprendre dans mon esprit le dialogue social sans cette dimension de la responsabilisation.
Alors c'est intéressant parce que, voyez-vous, quand on progresse, on arrive à des choses inouïes. Quel que soit l'environnement réglementaire et législatif, dont je dis souvent et publiquement qu'il est totalement aberrant dans notre pays, il l'est aussi dans d'autres, moins, progresse. Mais dans notre pays, puisque nous sommes en France, parlons-en 2 secondes, il est encore aux années-lumière de ce qu'il devrait être. Et on est obligé, pour évoluer, de le contourner. Et c'est très intéressant de voir que nous avons été capables chez Michelin, et j'en suis très fier, de provoquer des accords d'entreprise, je parle d'il y a quelques mois à peine, qui sont de ce que j'appelle des ovnis juridiques, c'est-à-dire qui ne correspondent à rien, si on veut bien chercher dans les quelques milliers de pages du Code du travail. Il s'agit en réalité d'accords qui ont été signés par l'ensemble des parties prenantes, direction et syndicats, sauf pour la plus extrême d'entre elles qui était d'accord sur le fond mais qui ne peut pas signer parce que c'est un problème de doctrine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ces accords ont conduit à une petite révolution dans l'entreprise qui a fait que pendant 1 an, la direction et les salariés ont évoqué l'ensemble des problèmes de certains sites industriels en mettant tout sur la table, en évoquant des gaps de compétitivité et en exprimant de la façon la plus simple les idées venant du terrain, comment il fallait faire pour essayer de combler ces gaps et quelles étaient l'évolution naturelle du travail qu'il fallait mettre en œuvre. Et le changement est juste brutal. Et vous avez là des salariés d'entreprise qui changent eux-mêmes sur leurs propositions, leur rythme de travail, qui modifie fondamentalement la flexibilité d'une usine, qui fait qu'une usine comme celle de Roanne, au centre de la France, que j'avais au fond de moi-même la crainte d'avoir un jour à fermer, même assez vite, et maintenant probablement en vie pour les 30 années qui viennent. Une usine qui était ouverte 230 jours par an, qui est maintenant ouverte 345 jours par an, avec des dimanches travaillés à la clé, bien sûr, flexibles, plus ou moins 15 à 20%. Au total, finalement, les salariés ne travaillant pas plus qu'avant, même plutôt moins en nombre d'heures, mais avec une flexibilité telle que l'on peut faire face à des volatilités de marché comme jamais on ne pouvait le faire. Ce que je vous dis là vous parle sûrement. Mais nous avons créé finalement en interne, au plus proche du terrain, un accord qui a été validé à 95% par un référendum interne demandé par les organisations syndicales, qui est, à mon point de vue, un modèle du genre. Nous venons d'en signer un autre à La Roche-sur-Yon, de la même nature, et je m'attends à en signer encore 3 ou 4 dans les usines françaises du groupe. Je vous rappelle que nous en avons 18 encore en France. Je vous cite cela parce que c'est une partie de ma vie. Et je dirais que tout ce que nous pouvons faire dans ce sens ira toujours dans le sens de cette responsabilité sociale à laquelle je tiens tant. Rayonner dans ce domaine, c'est probablement notre premier devoir. Je recevais l'autre jour un coup de téléphone du ministre du Travail me demandant comment on avait fait. C'est intéressant. Eh bien, je suis tout prêt à le raconter, n'est-ce pas? Voilà. C'est important, parce qu'on est dans le thème, on est dans le sujet, mais là, dans le concret, si vous voulez. C'est en train de transformer la vie des personnes. Et quand on se dit à un moment donné que le rôle du chef d'entreprise, c'est quand même, après qu'il aura fait tout ça, se dire j'ai peut-être apporté un peu de bien-être quelque part au travail, pour moi, ça compte beaucoup. Et puis, bien entendu, il y a un troisième niveau. Ce niveau qui est celui du rayonnement un peu extérieur de l'entreprise sur ces fondements-là. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler d'une initiative que j'ai souhaité prendre chez Michelin, consistant à libérer les collaborateurs de Michelin en leur donnant la possibilité, s'ils le souhaitaient, de s'engager dans la vie politique. Ce principe est maintenant acquis, il est en place, la charte est là, le comité d'éthique vit, et je suis devant une évolution juste fondamentale. Car du jour au lendemain, et je témoigne devant vous que la
réalité des faits, c'est que je n'ai pas eu une seule critique, ni écrite, ni orale, ni dans les réseaux sociaux, ni nulle part, sauf peut-être une lettre d'un actionnaire un peu âgé qui croyait que je me lançais en politique. Mais une, imaginez-vous. Et je dirais, la réaction de l'entreprise a été unanime, et ça a été quelque chose d'extraordinaire, y compris les syndicats, qui au fond y voyaient à travers ce modèle-là celui qu'ils connaissent déjà, d'ailleurs. Et donc évidemment difficile à contester. Et j'ai vu des personnes rayonner, se présenter aux élections locales et venir me voir en disant « Jean-Dominique, vous m'avez libéré. J'étais pour la première fois moi-même. On ne m'a pas suspecté. » Et je leur dis souvent, l'action politique, vous savez, c'est la vie de la cité, c'est ce qu'il y a de plus noble. Ne vous y trompez pas. Alors c'est un peu à contre-courant de ce qu'on dit aujourd'hui un peu partout, mais ça m'est complètement égal. Je continue à le penser. Et que pour cette tâche-là, il convient d'être préparé, et si possible, d'être prêt à la servir de la façon la plus intelligente possible. C'est ça qui motive mon action. Et au fond, vous voyez que nous avons là une autre expression un peu particulière de l'engagement de l'entreprise dans la société. Et vous voyez d'un seul coup, et je me permets d'utiliser ce petit exemple pour boucler la boucle, qui veut dire que finalement, de cette responsabilité sociale et sociétale qui était à un moment donné dans les mains des États, elle est en train de se transférer vers les entreprises, et si on sait le prendre du bon côté, on est capable de retourner complètement les choses, puisque finalement, à travers ce petit exemple que je viens de vous donner de l'engagement des citoyens dans la vie de la cité, c'est finalement de l'entreprise que devrait venir, je le souhaite ardemment et à court terme, enfin, l'éclair que nous attendons tous dans un environnement qui est plus ou moins pénible. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Je m'excuse d'avoir été un peu long. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je serai ravi, si vous voulez bien, de creuser un peu le sujet avec vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Nous avons 20 minutes que nous pouvons consacrer aux questions et à l'échange avec Monsieur Sénard. Il y a des micros qui circulent dans la salle. Donc, ceux qui souhaitent poser une question ou intervenir, vous pouvez lever la main. J'en vois une tout en haut, une devant. Là, il y en a plusieurs. Donc, bon, écoutez, on va y aller. Je vais essayer de faire Monsieur Loyal. Bonjour, Antoine de Gabrielli. Je voulais vous poser une question sur, quand vous avez parlé de la responsabilisation de vos équipes, enfin des équipes, est-ce que vous avez vu un changement mesurable, concret, en termes d'articulation vie privée et vie professionnelle, et spécifiquement d'accès des femmes, avec une conséquence sur l'accès des femmes aux postes à responsabilité? Oui. Alors, la réponse est oui, mais la nuance est que l'évolution n'est peut-être pas aussi rapide qu'on le souhaiterait. Alors, sur la première partie, la réponse est franchement oui, puisque en laissant l'autonomie aux acteurs du terrain, on leur laisse aussi une capacité de gérer le temps. Et là, c'est la clé, parce qu'évidemment, on ne sait plus très bien si on est dans le droit du travail ou pas, mais c'est plus le sujet, qui est trop compliqué, donc on ne sait plus très bien, personne ne sait, mais à la fin, ce qui compte, c'est que les gens aient réussi ce qu'ils ont envie de faire, et ils le font en général toujours forcément mieux, c'est une forme d'émulation, mais en même temps, émulation interne de l'équipe, et donc de gérer le temps. Du coup, la gestion des maladies, la gestion des congés, la gestion d'autres se fait vraiment à travers cette équipe-là. Alors, il y a un contrôle évidemment global je dirais de forme, mais l'autonomie est là. Ce qui fait que il est beaucoup plus facile pour quelqu'un dans un îlot de s'absenter en cas de besoin, soit maladie, soit fatigue, soit problème de famille, soit etc., lorsqu'il traite la question en interne, parce qu'il a immédiatement un collègue qui reprend sa tâche ou qui l'épaule à charge de revanche, j'allais dire. Voyez-vous comment ça se passe? Il faut de temps en temps laisser les hommes se débrouiller tout seuls. Comme je dis les hommes, c'est avec un grand H. Et donc, la réponse est oui. Sur la question de l'accès des femmes au niveau de l'entreprise, la réponse est aussi oui, avec une nuance que je regrette d'ailleurs, c'est le temps nécessaire pour arriver à l'objectif que l'on peut avoir.
n'aime pas trop parler d'objectifs dans la matière parce que ça fait un peu statistique et un peu chiffre, mais enfin, de temps en temps, on est obligé de le faire parce que autant sur les questions industrielles, on peut concevoir qu'il faut beaucoup de temps parce qu'il y a des sujets d'ergonomie, il y a des sujets de complexité physique, j'allais dire, hein, qui fait que nous devons investir pendant des années pour rendre l'outil de travail acceptable et compatible. Je dis que c'est tout à fait possible, et il y a des pays dans le monde où c'est déjà le cas, dans le groupe Michelin, donc il n'y a pas de raison. Mais ça prend plus de temps qu'on ne le pense, sans compter que nous avons aujourd'hui un phénomène un peu particulier. C'est vrai en France, plus qu'ailleurs d'ailleurs, mais où finalement il y a moins en moins de femmes qui sortent des écoles à tous les niveaux d'ingénieurs. Alors c'est un phénomène qui, alors là, pour le coup, nous responsabilise aussi parce que c'est peut-être par crainte de l'industrie que ceci ne se fait pas. Et donc on a un rôle à jouer. Je vais essayer de m'impliquer de plus en plus pour changer la donne. Et donc c'est un peu long, n'est-ce pas ? Même si ça se fait, mais je ne rentre pas dans tous les détails. S'agissant des postes à responsabilité, là c'est beaucoup plus dans nos mains, même si ça peut prendre un peu de temps. J'ai toujours dit que le bon sens commandait que l'on ne pouvait pas nécessairement immédiatement promouvoir une personne au comité exécutif d'un groupe sous prétexte qu'elle était une femme. Je continue à le soutenir. Je pense que c'est possible à condition d'assurer que ce ne soit pas un échec, surtout au début. Dans le cas particulier de Michelin, de zéro, il y a très peu de temps, nous sommes déjà à 2 femmes et il y en aura peut-être bientôt une 3e. Et c'est très bien parce que je suis certain que ces personnes-là réussiront. Et voyez-vous, je vais être très, très direct avec vous. J'ai comme objectif en tête, ça fait partie des très grands objectifs de l'entreprise, d'avoir en 2020 30% de femmes dans les cadres dirigeants de l'entreprise, c'est-à-dire sur les 6 000 cadres, sur les 120 000 personnes de Michelin, 6 000 cadres dirigeants. Ben, voyez-vous, nous sommes un peu péniblement à 23, 24 et nous montons d'1% par an, ce qui n'est pas si mal. Ça passe par un travail de fond, un travail je dirais de recrutement volontaire, et ça un travail d'encouragement et d'accompagnement avec une très très forte intensité. J'espère qu'on va y arriver et aussi vite que possible, je vous le dis très sincèrement. Je ne pense qu'à ça, à un certain moment, je vous assure. Je dis souvent que nos usines marchent beaucoup mieux quand la proportion de femmes est supérieure ou équivalente à celle d'hommes. C'est rare, mais enfin, ça arrive. Et je vous assure, c'est impressionnant ce que ça peut changer. On le voit dans certains pays dans le monde. Et quant à l'atmosphère générale de la direction des entreprises, la mixité de ce point de vue-là est un apport de richesse énorme. Je ne le dis pas par démagogie, je le dis parce que je le pense vraiment. Et je répète souvent que nous aurons gagné le combat le jour où, lorsque ça a été le cas l'autre jour, une femme me disait, alors que je venais de la nommer dans le groupe des 80 cadres de Michelin, rapproché, elle me disait, Jean-Dominique, j'espère que tu ne me nommes pas là parce que je suis une femme. Le jour où je n'entendrai plus ça, je pense qu'on aura gagné la guerre. Voilà. Merci beaucoup. Oui, merci alors, Monsieur le Président, à côté, puis pour cette très, très éclairante présentation. Il se trouve que nous sommes une organisation, on a 7 usines en France, et pour des raisons très simples, vous allez comprendre, notre public est fragile. C'est des personnes qui étaient autrefois avec des trisomies, mais c'est des gens qui sont considérés comme fragiles du point cognitif. Le travail manuel est une solution pour elles, pour gagner leur autonomie, comme vous l'avez très bien dit, et leur autonomie financière également. Et il se trouve que prochainement, d'ailleurs, votre groupe va recevoir de notre part un prix qui est le prix d'emploi industriel et insertion, puisque vous avez inséré sur l'usine de Cholet un de nos collaborateurs. Ce que je voulais simplement vous exprimer, et puis après avoir votre point de vue, c'est est-ce que vous ne pensez pas, vous parlez d'usines, nous parlons aussi d'usines comme cathédrale de développement pour des quantités de personnes. Est-ce que vous pensez que Michelin peut avoir un effet d'entraînement sur de nombreux chefs d'entreprise, puisque on partage votre idée que l'entreprise doit rayonner au niveau politique davantage, pour expliquer, faire la pédagogie de l'usine. Il y a eu un tort considérable fait quand on a expliqué qu'on pouvait faire des entreprises sans usine. Merci. Oui, il y a beaucoup de dimensions dans votre question. Enfin, merci de la façon dont vous considérez Michelin à travers le prix que vous nous accordez. Enfin, honnêtement, je suis très sensible. Ça fait
partie de ces nombreuses actions que nous essayons de mener qui reflètent le même esprit. Donc je suis ravi de voir que ça rayonne au-delà de l'entreprise elle-même. Donc, merci beaucoup de ça. Évidemment, on a dit énormément de choses. Rappelez-vous l'époque où on parlait d'entreprise sans usine, c'était une monstruosité. Enfin, je ne vous le cache pas, c'était même révoltant. Enfin, et d'autant plus absurde que c'était faire, en quelque sorte, le lead du thème selon lequel l'industrie n'avait plus d'avenir dans nos pays matures. C'était ça l'affaire. Il s'agissait de se débarrasser des actifs, si possible les vendre ou les fermer. Alors que, à titre personnel, je me suis toujours, dans ma vie industrielle, complètement opposé à cette thèse. Et lorsque j'étais en situation de pouvoir agir, j'ai agi dans un sens différent. Et c'est pas pour ça que je n'ai pas eu à réorganiser, à restructurer une immense partie de l'industrie de Michelin depuis 10 ans. Je disais à mes collaborateurs l'autre jour, j'en ai un peu assez d'être obligé chaque année de continuer à organiser, à restructurer, à fermer des usines. Mais en même temps, la grande différence, c'est que lorsque l'on ferme une usine ou que l'on restructure un atelier, je m'arrange pour que l'investissement équivalent dans un autre atelier du même pays ou de la même région se fasse afin que l'on renforce la compétitivité de l'ensemble et que l'on ne fasse pas disparaître. C'est la clé. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs, dans un pays aussi difficile que la France, de fermer des usines aussi compliquées que Lille, Tours, Toul. Enfin, vous n'imaginez pas par quoi je suis passé, parce qu'il a fallu démontrer qu'on pouvait en même temps investir massivement dans le pays, mais dans les autres sites afin de les rendre plus compétitifs. Et c'était le cas de la Vendée notamment. Voilà. Donc ce sont des exemples. Mais pour moi, ce n'est que comme ça que je conçois l'industrie. Et je fais partie de ceux qui pensent que non seulement la désindustrialisation n'est pas une fatalité, mais qu'en plus elle est probablement une source extrêmement puissante pour l'avenir. Et donc vous me verrez, tant que je serai vivant, pousser à l'industrialisation du pays dans sa version la plus moderne et la plus technologique possible. Donc ça, c'est pas la dernière fois qu'on en parle. Donc évidemment, cette thèse de l'industrie sans usine est une absurdité. Et je pense, au passage, si vous croyez un instant que je suis sincère quand je vous parle de ces questions de responsabilisation, que la transformation de l'atmosphère quotidienne et dans la vie personnelle des gens que représente cette évolution vers l'autonomie bien gérée va faire de cette industrie, en général, un élément extrêmement attractif. Et je ne serais pas surpris, mais j'espère ne pas me tromper, si dans 4, 5, 6 ans, 7 ans, eh bien, on s'aperçoit que c'était bien ça la donne, et que finalement, notre Europe occidentale, comme d'autres pays matures, va continuer à se peupler d'usines qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec ce qu'elles sont aujourd'hui, parce que ce sera peut-être l'usine du futur, tout ce que vous voudrez, mais où la vie aura changé à cause de cette nouvelle donne. Donc je ne peux pas vous dire mieux, vous me verrez toujours, en tant que patron Michelin, d'encourager cette voie, bien sûr. Monsieur, peut-être, et puis après, il faut que j'aille au fond un peu, parce que sinon... alors, peut-être, monsieur, et puis après, je passe par toi, oui, absolument. Oui, monsieur. Ah, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup pour toute cette merveilleuse résumé de la situation. Je voudrais faire appel à vos dons de voyance ou à vos conseils. Nous évoluons dans une grosse PME de 500 personnes et nous avons mené un projet qui est un petit peu celui que vous avez évoqué, et peut-être pour l'exprimer, nous l'avons nommé le fluigramme. Et nous avons remplacé notre organigramme par un projet de fluidité. La chose à laquelle nous nous trouvons confrontés, c'est de mettre en œuvre ce que vous avez expliqué, les difficultés que nous rencontrons et le manque de personnel et de temps pour le faire. Dans une entreprise de 500 personnes, chacun a une tâche productive. Et donc, peut-être avez-vous quelques conseils dans le sujet, ou sinon, sur le sujet, ou sinon vos dons de voyance pour quand la France va nous donner un petit coup de main sur ce plan. Alors, pour ce qui est de la première partie, écoutez, je suis tout prêt à vous en reparler si vous voulez, peut-être alors de façon un peu plus précise avec mon équipe pour vous aider, vous donner quelques conseils, parce qu'en effet, de toute façon, même nous ne pouvions pas faire les choses seuls. Il faut pour une transformation pareille, j'ai vu quelques usines avoir beaucoup de mal, si vous voulez. J'ai vu même des usines où il a fallu revenir en arrière à un moment donné, parce que c'était tellement difficile à vivre
qu'on allait vers un échec épouvantable. Donc je dis des choses qui vous paraissent peut-être naturelles, qui sont en fait très difficiles à mettre en œuvre. Donc et donc on ne peut pas être tout seul. Il faut avoir un œil extérieur, il ne faut pas être envahi de conseils, ce n'est pas la bonne chose. En revanche, il faut partager avec un conseil extérieur la démarche et puis probablement aller pas à pas en assurant régulièrement que le monde qui vous entoure absorbe bien l'innovation. Parce que c'est vraiment très compliqué. Enfin, encore une fois, j'ai des souvenirs où j'ai un soir dit sur cette affaire, cette usine, on va arrêter. On va arrêter, on reprendra dans 6 mois et on a bien fait. Voyez-vous des choses. Donc il faut pas être seul. Donc venez si vous voulez, je suis tout prêt à vous en parler. Mon simple conseil, c'est ne vous lancez pas tout seul dans cette aventure. Par contre, assurez-vous d'être totalement en maîtrise de l'évolution. Ça, c'est la clé. Sur la deuxième question, la question de la voyance, écoutez, vous m'avez entendu tout à l'heure, je suis quand même optimiste, n'est-ce pas? Parce que si vous avez compris mon propos, il est de dire que l'entreprise a maintenant un rôle tout à fait nouveau à jouer, qui est celui de la prise en main de l'avenir de nos pays. Et quand je dis ça, je le dis très simplement parce que je considère que je dirais le système politique actuel ne permet pas cette évolution de façon simple. Et donc, la crédibilité de l'entreprise est aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, et je pense que vous en êtes convaincu, un phénomène majeur de notre société et qu'il faut capitaliser sur cette crédibilité pour avancer dans ce domaine. Voilà ce que je pense fondamentalement. Si votre question porte, et je ne sais pas si c'est le cas, sur les sentiments de l'évolution actuelle de notre pays dans ce domaine, je suis prêt à vous répondre, mais je ne sais pas si c'est ça votre question. Oui, parce que oui, mais alors justement, c'est un point central puisqu'on parle du syndicalisme. Enfin, lorsque je vous ai évoqué cette question de dialogue social et de la responsabilisation des uns et des acteurs, qui se responsabilise dans cette affaire-là? Ce sont justement les syndicats et la direction, mais c'est une vraie responsabilisation. La difficulté actuelle à laquelle on a tous faire face, notamment dans l'industrie, c'est qu'au fond, les syndicats ne sont pas aujourd'hui réellement représentatifs. Alors c'est facile à dire, c'est ce qu'on dit dans mon écrit, mais c'est la vérité. Et la question de la représentativité des syndicats est à la source du problème, puisque au fond, l'élection, qui est aujourd'hui le mode de définition des critères de représentativité, ne représente pas à mes yeux le vrai critère. C'est pas que l'élection n'est pas une bonne chose, c'est que le vrai critère, c'est l'adhésion à un syndicat, et non pas simplement un vote de circonstance. Et là, la clé, c'est là que réside la clé. Adhérer à un syndicat, faire acte de présence, cotiser, etc., c'est participer à la vie du syndicat et donc éventuellement l'influencer. Être extérieur, voter de temps en temps, etc., ne signifie rien. Et donc les proportions qu'on obtient dans ces votes, en réalité, ne représentent pas la réalité fondamentale de la représentativité. Alors, je le dis très, très clairement. C'est ça qui est une des réformes, parmi les nombreuses réformes qu'il faut faire dans ce pays. Et on le voit bien, parce que les syndicats eux-mêmes sont malheureux. Ils sont malheureux, mais parfois c'est effrayant. Je suis le premier gérant de Michelin, je le dis sans fanfaronner, parce que c'est l'évolution de l'histoire qui le veut, et puis c'est mon souhait aussi. Je suis le premier gérant de Michelin à recevoir les syndicats dans mon bureau. On les reçoit en tête à tête. Ça va vous paraître très banal, mais c'est très nouveau. Voilà. Bon, eh bien, je peux vous dire que dans le secret, non pas du confessionnal, mais secret de mon bureau, la misère syndicale se lâche et c'est très pénible. C'est très pénible. J'assiste dans ces entretiens qui sont finalement très très ouverts à un épanchement vraiment douloureux. Au fond, l'effondrement d'un corps intermédiaire n'est jamais une bonne chose, mesdames et messieurs, je vous assure. Or, on est en train d'assister à cela. Et devant cette reconnaissance par eux-mêmes de leur absence de représentativité, on a affaire à un malaise et à un mal-être qui est effrayant et qui complexifie notre histoire quand je reviens au thème de la responsabilisation dont je parlais tout à l'heure. Parce que tout ça se mélange.
Et quand vous avez un corps intermédiaire qui ne sait plus où il va, où il ne sait plus où il habite et quel est vraiment son rôle, on a droit à une perte de contrôle, n'est-ce pas? Et ça, c'est la chose la plus dramatique qui soit. Donc, ce malheur d'un responsable syndical qui me dit qu'il n'ose plus rentrer dans une usine parce qu'il sait que la seule chose qu'on va lui demander, c'est le camp de vacances du fils de l'ouvrier et d'assurer que le camping sera bien réservé. Mais à quoi est-ce que je sers? Vous comprenez? C'est terrible. Et donc, on a là un dysfonctionnement majeur. J'étais l'autre jour à une table ronde, qui n'en était pas une d'ailleurs, puisque c'était une table rectangulaire, assis entre M. Berger et Mme El Khomri, à discuter de cette question du dialogue social. Et j'étais frappé de voir qu'il y avait finalement une convergence assez impressionnante entre nos propos. Quand je soulignais que la désespérance la disparition d'un corps intermédiaire était probablement une des choses les plus graves de notre époque. J'avais un voisin qui tapait du coude en me disant « Allez-y, vous avez raison, c'est ça le sujet ». À ma droite, quelqu'un de plus timide qui n'osait pas trop insister, mais qui n'en pensait pas moins. Donc, si vous voulez, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et le grand risque est là. Il faut emporter les syndicats avec soi et leur donner cette représentativité. Je fais partie de ceux qui pensent que nos entreprises vivront mieux avec des représentations syndicales affirmées, libres de leur mouvement, et c'est pour ça que je militerai toujours pour la suppression du monopole dans les élections de premier tour, qui n'a aucun sens. Mais en revanche, pour une représentation intelligente et structurée. La bonne nouvelle, c'est que je crois que dans notre pays, il n'y a pratiquement plus que des syndicats réformistes, à part un, et que ces syndicats ont une vraie volonté d'évoluer et ont une vraie volonté de voir et attirer chez eux des personnes de qualité. C'est la meilleure garantie pour la sérénité de notre avenir. Je vous le dis comme je le pense. Alors, ce n'est pas de la voyance, mais ça commence à y ressembler. Monsieur, et puis alors attendez, par courtoisie, il faut que j'aille un peu, voilà, peut-être je passe la parole là et puis je vais... Merci. Geoffroy de Vienne pour Éthique et Investissement. J'aimerais vous entendre sur la question des lanceurs d'alerte. Donc vous nous expliquez qu'il faut effectivement responsabiliser les équipes, mais nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, donc on peut avoir des déviances vis-à-vis de l'environnement, des déviances vis-à-vis de la corruption, des déviances vis-à-vis des hommes, oui, vis-à-vis des sociétés. Donc il faut qu'il y ait des mécanismes qui permettent de mettre tout ça en évidence et de faire remonter, de faire évoluer ces questions-là. Donc, donc ma question, c'est comment traitez-vous la question des lanceurs d'alerte? C'est le meilleur moyen de le faire, pour faire court, c'est ce que je viens de dire, c'est de créer des instances représentatives qui sont capables et qui ont la possibilité d'alerter. Hein, je veux dire, voilà, parce que c'est pas le tout d'être considéré comme lanceur d'alerte, encore faut-il que vous puissiez agir. Alors, il y a plusieurs catégories, à plusieurs niveaux. Vous avez les représentants à l'intérieur de l'entreprise. Vous pouvez aller un peu plus loin et créer des choses aussi concrètes que des lignes téléphoniques d'alerte un peu de partout dans vos unités qui sont des accès libres qui permettent d'envoyer des messages. Et ce que nous faisons d'ailleurs, c'est relativement efficace, j'allais dire. Ce n'est pas toujours très efficace, mais c'est une possibilité. Et puis alors à l'extérieur de l'entreprise, il y a des lanceurs d'alerte qui, eux, n'attendent pas votre autorisation pour agir, c'est les ONG. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, c'est avec tous les risques et tous les avantages que cela peut comporter. Je vais citer deux exemples et vous aurez compris. Aujourd'hui, devant une forme de dégradation du rôle des États, ce qui est, encore une fois, que je déplore, la croissance du rôle des ONG devient majeure, et on le voit bien dans nos propres entreprises et nos propres vies. On est maintenant beaucoup plus entraîné à gérer cet environnement-là que le précédent. Lorsque notre société a voulu créer une usine en Inde, nous l'avons fait à la Michelin, j'aime autant vous dire, avec toutes les précautions d'usage pendant des mois et des mois. Nous avons fait ce qu'on pouvait faire de mieux dans le genre sur le plan aide sociale, hôpitaux, etc. Mais enfin, tout de même, le CCFD
associé à la CGT, nous a fait un procès terrible. Je me permets d'échanger ça avec vous, parce que quand vous mettez quelque chose si vous allez à la messe, pensez-y tout de même. Hein. Et il a fallu 2 ans. Il a fallu 2 ans. Pour sortir de cette affaire-là avec un blanc-seing total de l'OCDE qui a réuni des milliers de gens, d'experts, etc., pour constater que Michelin avait fait tout ce qu'il fallait tout de même. Enfin, n'est-ce pas? Bon. Donc depuis, j'ai appris. Et alors aujourd'hui, bien écoutez, finalement, il faut voir les choses comme elles sont, il faut prendre les choses du bon côté, et ces lanceurs d'alerte, il faut mieux faire de la pédagogie nécessaire auprès d'eux. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes lancés pour la première fois depuis 100 ans dans une aventure en Indonésie pour replanter 80 000 hectares d'EVA, imaginez-vous, à Jakarta, près de la région de... Enfin, non, c'est plutôt sur Sumatra, avec un partenariat complet avec WWF, ce qui fait que le Panda et Bibendum maintenant font bon ménage et que nous allons être exemplaires. Mais ça, voilà, les lanceurs d'alerte, vous voyez, c'est plusieurs niveaux. C'est un sujet vaste. Je suis très ouvert à ça. Il faut quand même maîtriser un petit peu l'évolution de tout ça, mais ça va bien. Je voudrais vraiment essayer de répondre à une ou deux autres questions avant, à moins qu'il soit trop tard. Je suis désolé. Bon, écoutez, monsieur a l'air d'insister. Je vais aller très vite. Jean-Marie Schmitz, ancien de Lafarge. Merci de votre exposé passionnant. Une question. Que faites-vous pour faire connaître à vos collaborateurs vos 5 valeurs et que faites-vous pour qu'ils les fassent vivre? Oh, écoutez, c'est une longue histoire, alors ça prendrait du temps. Mais simplement, je vous l'ai dit, je ne les affiche pas d'abord, c'est la première chose. La seconde, c'est que je considère qu'il faut le meilleur moyen de le faire, au-delà de tous les systèmes du service du personnel dans le monde qui sont très homogènes, et la gestion des personnes et la gestion de l'évaluation des personnes, dans les critères desquels on intègre évidemment des données liées à ces valeurs. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Il faut être sûr qu'elles vivent. Donc nous avons 2 choses à faire. La première, c'est d'avoir un système qui permet à toutes les personnes dans le groupe d'avoir un recours. C'est-à-dire que dans la triangulation, comme on dit aujourd'hui, du système, Michelin est une entreprise assez rare dans ce domaine, où nous avons la relation hiérarchique, parce qu'il faut toujours une liaison administrative entre une personne et un salarié, mais il y a une autre relation qui est celle du recours. Et là, le service du personnel au niveau mondial est maître. C'est-à-dire qu'il y a hors hiérarchie un système relations humaines qui traite la question du recours et donc de la gestion des personnes. Vous assurez par là une extraordinaire atténuation de risque, si je peux me permettre. Voilà. La deuxième chose à faire, c'est d'essayer d'être exemplaire. Et alors là, c'est la chose la moins sûre qui soit, n'est-ce pas? Mais et ça commence par moi. Et donc, je veux dire que j'essaye de, tous les matins, en regardant dans la glace, de me dire que les décisions que j'ai pu prendre correspondaient bien à ces valeurs. C'est un relevé assez rapide, le temps de... et en général, vous y arrivez. Voilà. Donc, je m'excuse, mais pour faire court, voilà. Merci, Monsieur le Président. Le temps a passé trop vite et il y a un autre événement qui suit dans cette salle, donc nous allons devoir libérer. Merci infiniment pour la qualité de votre intervention, qui est un témoignage, vraiment, un témoignage plein d'espérance. Michelin, je pense, comme d'autres entreprises, veulent montrer un chemin, et un beau chemin qui s'ouvre avec cette annonce de la fin de l'État-providence, de cette responsabilité sociale et sociétale qui est remise, qui est transférée de manière effective de plus en plus aux entreprises. Dans une société qui manque de repères et qui a besoin d'une pensée solide, les entreprises peuvent offrir un cadre justement de vie, de référence, où la personne humaine peut être transformée, mais en étant mise au centre et non pas en étant exclue du système économique ou industriel. Et donc je pense que vraiment ce que nous voulons faire à travers Procléro et ProPersona, ce comité d'éthique qui a été créé il y a une année pour réfléchir à frais nouveaux à la physionomie d'une finance et d'une économie qui serait au service de la personne humaine. On veut vraiment s'engager sur ce chemin de la responsabilisation et de tout ce qu'il y a à innover en lien avec cette responsabilisation. Et en vous écoutant, Monsieur le Président, je pense que nous prenons encore mieux la mesure que la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, pour être une réalité pertinente, dynamique et innovante, doit être portée par la responsabilité éthique, je dirais même morale, du dirigeant lui-même.
qui n'a rien à voir avec du paternalisme au sens négatif du terme, hein, mais elle a besoin de cette responsabilité morale du dirigeant qui s'engage pleinement dans ce qu'il veut faire. C'est, je pense, la source, hein, le fondement de la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Donc merci, Monsieur le Président, de nous avoir partagé votre sens aigu de la responsabilité morale. Votre humilité, en plus, fait de vous un témoin d'autant plus vrai et crédible. Vous nous avez fait du bien ce matin. Et je vous en remercie très chaleureusement au nom de tous. Vous me permettrez encore une petite dédicace pour vous exprimer notre amitié. Vous fêtez aujourd'hui même, en ce 7 mars, votre anniversaire. Donc, nous vous adressons vraiment, avec beaucoup d'amitié, nos vœux les plus chaleureux pour cet anniversaire. On ne fait pas un goûter d'anniversaire, mais on est très heureux de vous avoir ce jour-là. Et je vais vous laisser un modeste présent qui, j'espère, vous sera source d'inspiration. Et je conclus en vous donnant 2 informations, chers amis. La première, c'est que dans quelques minutes, à 10 heures, va se tenir la réunion des dirigeants des entreprises dans lesquelles le Fonds Procléro a investi. Cette réunion, une première, se tiendra à huis clos et autour de M. Sénard, pour but de créer un lien privilégié entre Procléro et les dirigeants des entreprises dans lesquelles le fonds a investi. Procléro est un fonds de partage, pas seulement au sens habituel du terme. Il veut aller jusqu'à partager sa réflexion éthique, non seulement avec le monde des investisseurs, mais aussi avec les dirigeants d'entreprise, afin de contribuer à ce que la finance soit au service de l'économie, l'économie au service de la personne humaine, de ses besoins vitaux, de son bien, de sa qualité de vie et de son épanouissement. Voilà, cette réunion est une première et nous espérons qu'elle sera suivie de beaucoup d'autres. Dernière information que je vous donne, c'est la prochaine conférence Procléro qui aura lieu le mardi 7 juin à 8h30. Elle sera tenue par le docteur Philippe Rodet, ancien médecin urgentiste, actuellement consultant et fondateur du cabinet Bien-être et Entreprise, auteur de plusieurs livres et articles sur le management. Le 1er décembre, pour ceux qui y étaient, M. Sylvain Deforge, que je salue, qui est présent aujourd'hui, avait brillamment transposé pour les dirigeants d'entreprise le discours du pape François de décembre 2014 à la Curie romaine sur les maladies spirituelles. Eh bien, le docteur Philippe Rodet transposera le discours du pape François du 21 décembre dernier, 2015, à la même Curie romaine, qui traite des antidotes à ces maladies spirituelles. Médecin et consultant auprès de grands dirigeants pour favoriser le bien-être de l'entreprise. Dans l'entreprise, le docteur Philippe Rodet sera l'homme de la situation pour cette transposition qui saura faire émerger le meilleur de l'homme. Donc rendez-vous le 7 juin à 8h30. Le lieu vous sera communiqué ultérieurement. Mille merci, Monsieur le Président. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Un petit cadeau de la part de Messia.